Je vais essayer de mettre un cadre général et ensuite de rentrer dans le particulier. Pour moi, on a plein de moments initiatiques dans la vie, de moments où on doit traverser une souffrance. La vieillesse, la maladie, la mort, l'adolescence, le mariage, le premier enfant, le premier boulot. On a plein de moments où on doit traverser quelque chose qui nous sort de nos habitudes, de ce qu'on était avant, pour nous faire devenir quelque chose d'autre, être plus grand. Ces moments-là, normalement, sont accompagnés anthropologiquement dans 3 dimensions d'accompagnement. Une dimension technique. La technique, c'est si t'es malade, il y aura des médicaments, un chirurgien, je sais pas quoi. C'est de la technique, quoi. Une dimension sociale. Sociale, c'est on se serre les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on va faire des obsèques. Puis tout le monde va venir, et puis tu vas avoir tes vieux cousins que t'as pas vus depuis 30 ans, qui vont te serrer dans les bras, et tu vas pleurer avec eux, et tu sais pas pourquoi, ça va faire du bien. Voilà. Ça, c'est des pratiques sociales. Par exemple, encore une pratique sociale que je peux vous décrire, les gitans en France, pour certains, récupèrent le corps des gens qui sont morts en réa. On n'a pas le droit, normalement. Normalement, il faut le confier à la morgue, et puis ensuite la morgue le confie aux pompes funèbres. Et j'ai eu plusieurs histoires à l'hôpital où les gitans ont dit on vient chercher le corps, quoi. Puis on leur dit non, c'est pas possible. Puis là ils sont à 25 et ils te font si c'est possible, je t'assure. Si c'est bon, ok, c'est possible. D'accord. Ok. Et c'est drôle, quoi, parce que effectivement, c'était écrit sur la tranche de exactement. Ouais. On l'avait pas vu, pardon. Et ils vont s'occuper de leur mort, le vêtir, lui faire la toilette, etc. Et avec leur rituel. Et c'est leur pratique sociale. Et puis il y a une 3e dimension d'accompagnement de la souffrance, c'est une dimension symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire mourir, vieillir, être malade? Mais dans toutes les sociétés, normalement, ça veut dire quelque chose. Dans certaines sociétés africaines, quand t'es malade, ça veut dire que le démon est venu sur toi et ça a permis de sauver la récolte, parce qu'il est pas venu sur la récolte et donc tout le monde te remercie d'avoir été malade. Tu vois, ça prend un sens. Ah, et c'est pas pour rien. C'est pareil quand les gens meurent. Normalement, ils vont au paradis des 1000 vierges, ils se réincarnent, ils vont dans le grand tout, ils y ressuscitent. Peu importe, en fait, on s'en fout. Il faut qu'il y ait une narration, un récit symbolique qui dise ça a un sens. C'est pas pour rien. Et qu'il soit accepté collectivement. Je trouve que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une hyperinflation du champ technique d'accompagnement de la souffrance. C'est-à-dire tout est fait pour te donner des outils, des machines, des applications, etc. pour préparer ton truc. Par contre, il y a un désinvestissement du champ social et du champ symbolique. On se serre plus les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien. Et symboliquement, ça veut plus rien dire. Mourir, vieillir, être malade, ça veut rien dire. C'est un passage au stand. Il faudrait optimiser la machine, etc. Et ça, c'est une illusion parce que ça ne permet pas réellement le côté initiatique, c'est-à-dire le côté je passe à travers et je deviens quelque chose d'autre. C'est ça l'initiation. C'est t'es un enfant dans une tribu, tu vas passer le rite initiatique, puis tu vas faire partie du clan des chasseurs. Tu vas devenir un adulte. T'es un homme. T'as plus le droit de rentrer chez les femmes. Tu accèdes au territoire de chasse, de chasse. Tu accèdes aux armes, aux flèches, etc. Et tu vas discuter avec les grands sur le jour de la battue, sur quand est-ce qu'on part en transhumance et tout. Mais il y a il y a un corollaire. C'est que t'as plein de pouvoirs grâce à l'initiation. Tu gagnes des nouveaux pouvoirs. Mais le corollaire, c'est que t'as une responsabilité. Je dois nourrir la tribu. T'as une responsabilité vis-à-vis du groupe grâce à ces pouvoirs. Dans le champ de l'adolescence, etc., on voit que ça pousse très très fort autour de cette idée qu'on pourrait s'autodéterminer soi-même. Dire je suis un garçon, je suis une fille, je sais pas. L'identité. Ouais. Et ça vient de choses qui sont très intéressantes, qu'on appelle les gender studies, qui sont les études de genre qui ont eu lieu aux États-Unis, qui elles-mêmes reprenaient toute une partie de la philosophie française des années 50 à 80, quoi, on va dire, qui s'appelait la déconstruction, la French Theory, la théorie française de la déconstruction. Il fallait déconstruire justement le champ symbolique et le champ social pour dire ah non mais attendez, vous allez à la messe pour les obsèques et tout, mais c'est une construction sociale tout ça, c'est labile, ça veut rien dire. Ça, c'était un peu l'idée de la déconstruction. Quoi, vous êtes blanc, hétérosexuel, mâle, occidental, vous avez un certain regard sur les choses. C'est de la déconstruction. C'est pas inintéressant, parce qu'effectivement, ça montrait que la plupart de ce qu'on vit, c'est une construction collective culturelle, tu vois. C'est pas juste génétique, quoi. Et derrière, cette French Theory a été réutilisée par je vais le dire de manière simple, les gender studies, mais avant ça, le féminisme lesbien américain de Judith Butler, pour faire simple.
Ce féminisme américain, c'est pas un féminisme de la complémentarité de l'homme et de la femme, du rôle du masculin sacré, du féminin sacré dans leur union intime et dans leur réalisation au monde, sachant qu'on pourrait tous avoir une part de féminin sacré chez un homme et de masculin sacré chez une femme, c'est pas un problème. Mais c'est pas ça. C'est l'idée que ces stéréotypes de genre, les stéréotypes du mâle blanc hétérosexuel, etc., patriarcal, sont des outils de domination, définissent la domination. Et c'est le mot-clé dans le féminisme lesbien et aujourd'hui dans les mouvements LGBTQIA+, c'est la lutte contre la domination. Domination du mâle blanc hétérosexuel patriarcal, en gros, sur la femme, pour faire simpliste. Ok, c'est pareil, c'est pas inintéressant, c'est pas faux non plus. Il y a une part de vérité là-dedans. Mais ça dévoie complètement les choses, ça veut dire nous allons lutter contre la domination en permanence. Donc c'est une idée de combat, de lutte, de guerre en permanence qui va séparer les gens. Et pour ce qui est de la dysphorie du genre, pendant longtemps c'est resté une maladie. Elle était inscrite au registre des maladies psychiatriques. Puis ça s'appelle le DSM, c'est le registre des maladies mentales. Dans le DSM-6, la 6e version récente, la dysphorie de genre, c'est-à-dire je sais pas si je suis un garçon ou une fille, a disparu. C'est plus une maladie. Et pourtant, il y a un truc bizarre, c'est que c'est remboursé à 100%, la transformation sexuelle. La chose étonnante qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est que j'ai été convié à faire de l'anesthésie pour des transformations sexuelles, parce que dans mon hôpital, il y avait tout ce qu'il fallait pour, on va dire, des chirurgiens gynécos, des chirurgiens urologues, des endocrinologistes, des psychiatres, ok. Et puis, il y a 15 ans, c'était très nouveau. Hein. Moi, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Parce qu'en gros, il s'agissait d'enlever l'utérus et les seins à une femme. Donc une mastectomie bilatérale et une hystérectomie, ovariectomie, enlever les ovaires aussi, ovariectomie bilatérale. Mais pourquoi? C'est quoi la maladie? Ah, il n'y a pas de maladie, elle veut une transformation sexuelle. Et moi, j'ai bugué un petit peu avec mes collègues. On a dit, mais attends, ça va pas de soi, quoi. C'est une mutilation définitive. Derrière, il y a une infertilité. Derrière, il y aura plus jamais aucun. Si elle continue dans le truc, il y aura plus de plaisir sexuel non plus. Est-ce que le patient est bien prévenu de ça? Est-ce qu'il y a un consentement libre et éclairé, lié à une information claire, loyale et appropriée? Et puis on s'est rendu compte que non. C'est-à-dire que moi je suis allé voir les patients et j'ai vu des gens qui étaient paumés, quoi, vraiment qui souffraient. Je veux dire, il y a pas à enlever ça. C'était des gens qui étaient en souffrance, qui effectivement ressentaient qu'ils n'étaient pas dans le bon corps, qu'ils n'étaient pas nés au bon endroit, qu'il y avait un souci et tout ça. Et donc moi j'ai plutôt de l'empathie, si tu veux, pour les patients. Et donc je suis pas en train de nier leur souffrance. C'est pas ça que je veux dire. Il y a une vraie souffrance. Et ensuite, je suis allé voir tous les chirurgiens, etc. Il y avait un congrès dans mon hôpital à ce moment-là sur les pratiques qui se faisaient. Et donc chacun est venu raconter, moi je peux donner des hormones, moi je peux faire de la psychologie comme ci comme ça, de la psychiatrie, donner des médicaments, moi je peux faire tel genre de chirurgie. Et les chirurgies c'est trash, hein. Je veux dire, si tu montres les chirurgies aux gens avant, comment on fait un néo-vagin, comment on fait une néobite, etc. Tu dis, waouh, ça restera un ersatz. C'est-à-dire qu'on dit tu vas devenir une femme ou tu vas devenir un homme, ça reste un mensonge. C'est pas vrai. Tu seras transgenre, mais tu seras pas un homme ou une femme. Et je vois que tout le monde dit comment on peut techniquement faire tout ça, mais jamais il y a la question du pourquoi. Mais pourquoi cette maladie? Qu'est-ce qui se passe? Et dans le même temps, j'ai des copains qui sont chercheurs en toxicologie, qui sont chercheurs dans les perturbateurs endocriniens, etc., qui mettent en évidence une augmentation majeure, fois 1000 en 10 ans, des ambiguïtés sexuelles à la naissance, c'est-à-dire en gros des enfants qui naissent avec tu sais pas si c'est un petit pénis ou un gros bourgeon clitoridien, tu sais pas si c'est vraiment des grandes lèvres ou des bourses, tu vois, un scrotum, et une ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle est crescendo de manière massive, et eux le corrèlent directement aux perturbateurs endocriniens, à la toxicité du monde dans lequel on vit, etc. Et ça, ils le font chez les nouveau-nés, si tu veux. Mais il y a d'autres choses qui montrent que ça impacte aussi les gens plus grands. Ça les impacte au niveau au moment de l'adolescence, etc. Et donc il y a quelque chose à comprendre. Il y a de la biologie à comprendre. Il y a quelque chose, un phénomène pathologique sur lequel on pourrait avoir des traitements ou des mesures préventives. Et puis on voit au fur et à mesure des 10 années qui suivent
un oubli complet de chercher à comprendre pourquoi ou quelles seraient les raisons systémiques qui peuvent se passer, pour juste se concentrer sur comment et satisfaire à la demande de « Ok, tu peux être autre chose ». Et là, on constate des choses étranges, c'est que le taux de suicide dans ceux qui ont changé de sexe, enfin qui ont fait une chirurgie de transition, on va dire, et puis des hormones, etc., versus ceux qui n'ont pas et qui se ressentent en dysphorie de genre, est le même. C'est-à-dire la mortalité est la même. Et nous, ça c'est très important en médecine, c'est quand tu fais un traitement, t'améliores la mortalité, t'améliores la morbidité, il faut que t'améliores plein des paramètres, tu cherches à améliorer quelque chose. Sinon tu fais pas un traitement, ça sert à rien. Et là, on se rend compte que ce traitement qui est proposé, qui est un parcours du combattant, hein, qui est une transformation profonde de son être au monde, en gros, il aboutit à aucun bénéfice. Le seul bénéfice auquel il aboutit, c'est de faire partie d'un groupe social. Et donc, tu es admis dans un groupe social avec ses règles du jeu, son vocabulaire, son langage, et qui se protège du monde extérieur. Tu fais partie de la communauté LGBTQIA+, tu es intégré. Et il y a quelque chose de très étonnant qui s'est passé, c'est que les gens qui ont détransitionné, il y a des gens qui ont choisi de détransitionner. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont infertiles, qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, qu'ils n'ont pas de plaisir sexuel. Ils se rendent compte que ils se sont mis dans la peau d'une femme, mais en fait ils se sentent pas plus une femme ni plus un homme, ils sont toujours pas bien. Et ils se rendent compte qu'on s'est foutu de leur gueule. Et ils sortent de ça et ils se mettent dans une logique de détransition, d'arrêt de l'hormonothérapie ou de choses comme ça. Et quand ça se passe, il y a un niveau de violence qui s'abat sur eux par la communauté qui fait penser à ce qui se passe quand quelqu'un cherche à sortir d'une secte. Et en gros que le LGBTQIA+, c'est une dérive sectaire. Au sens où, si on prend les paramètres, encore une fois, les gens à l'intérieur, moi, je stigmatise personne. Je pense que chacun fait comme il peut, et je comprends. Je veux dire, j'ai déjà pu voir et comprendre la souffrance de gens qui se sentaient pas dans leur corps. Mais la proposition thérapeutique qui est faite, elle est juste aberrante. Et autre chose qui est très étonnant, c'est il y a d'autres thérapies qui ont été proposées de réassignation de genre. C'est-à-dire, en gros, t'es un garçon, t'es pas sûr, mais bon, biologiquement, génétiquement, t'es XY, voilà. Et on dit, bon, ok, viens avec moi, tu vas voir, t'es un garçon, t'es vraiment un garçon. Et on fait ce qu'il faut pour... donc, il y a des parcours de psychothérapie, etc. Cette thérapeutique-là marche à plus de 80%, 85%. C'est-à-dire, quand tu dis à un jeune qui doute, non, t'es vraiment ce que t'es, tu vas voir. Viens avec moi, on va faire des trucs qui vont bien. Je vais te montrer ce que c'est être un homme, ou une femme. Je vais te montrer ce que c'est qu'être une femme. Là, dans ce cas-là, il y a 85% où ça résout le problème. Et tu te dis, et cette thérapeutique-là est interdite en France. On n'a pas le droit de faire des thérapies de réassignation de genre. Et là, tu te dis, ça pose question quand même. T'as pas le droit en gros, on n'a pas le droit de douter de la parole du concerné. Exactement. Et t'as pas le droit de l'aider à retrouver un chemin. Du moment. Il faut que tu le laisses lui décider librement. Sauf que c'est pas vrai, tu le laisses pas librement. Le bruit de fond et la propagande qu'il y a autour de nous, dans les médias, dans Disney, dans partout, c'est génial d'être transgenre. C'est pas la réalité vécue par plein de transgenres. C'est pas génial, c'est dur. Il y a de la souffrance. Derrière, il y a des mutilations, il y a des renoncements définitifs. Et souvent, le consentement, il n'est pas libre et éclairé, et il n'est pas lié à une information claire, loyale et appropriée. Et donc, enfin voilà, j'espère que je choque personne en disant ça. Hein. J'essaie de donner un regard médical, on va dire, sur quelque chose qui justement a été sorti du médical pour devenir du sociétal, pour devenir une proposition de réorientation sociétale en disant, ok, c'est normal, tout va bien. Mais non, c'est pas normal, c'est pas tout va bien, c'est anthropologiquement une impasse. Parce que si tu prends la pérennité d'une société et d'un système, dans la logique des systèmes de gens comme Edgar Morin ou d'autres, c'est un système, il vise à se pérenniser. Donc un système humain, il vise à ce qu'il y ait des enfants. Et c'est ça que tu vois derrière la logique de la promotion, en gros, de la transformation de genre, c'est que derrière, il y a aussi l'idée que c'est un droit et que l'enfant aussi, ça va être un droit. Et que la mort, ça va être un droit, et que tout est un droit. Mais c'est pas des droits, c'est des facultés, c'est des possibilités qui te sont offertes par la vie. Il y a des gens, ils peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas de bol, c'est terrible, mais ils peuvent pas. C'est pas un droit, hein. C'est juste pas de bol, ça leur est tombé dessus, quoi. Et là, on voudrait tout transformer en droit, et ça fait partie d'un mouvement philosophique qu'on appelle le droit de l'homisme.
Et le droit de l'homisme, il naît avec la Révolution française, entre autres, hein, mais et autour, avant les Lumières, puis toute la logique maçonnique et autres. C'est l'idée que tout doit être un droit positif mis dans le droit. Le suicide devrait être un droit. Non, le suicide, c'est pas un droit. Le suicide, c'est une possibilité qui t'est laissée, une liberté qui t'est laissée, d'en finir avec ça. Si tu le transformes en droit, tu perds ta liberté. Elle devient administrée par le droit, et plus qu'administrée par le droit, elle devient administrée par l'économie. S'il y a un droit à l'enfant pour les personnes transgenres, qui normalement sont infertiles de par les chirurgies qu'ils ont eues, Marché, ça n'importe. il y a un marché de l'enfant qui se crée. Et je vais finir là-dessus, c'est pareil pour la mort. Si jamais tu laisses faire un droit à l'aide active à mourir et au suicide, il va s'ouvrir un marché de la mort. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu même de la législation, tout est fait législativement pour créer des bulles spéculatives, financières et marchandes. Et ça n'a rien à voir avec le bien-être des patients ou le fait qu'on soit mieux ensemble dans notre société. On va opposer les gens là, les gens qui sont transgenres et les gens qui sont pas transgenres. C'est pas vrai, il n'y a pas besoin de nous opposer. On peut vivre ensemble, il n'y a aucun problème à vivre ensemble et reconnaître qu'on a des différences et que peut-être même c'est fécond et ça va se compléter. Mais c'est pas ça qui est fait. C'est on te dresse les uns contre les autres. On fait jouir d'avantages financiers, d'avantages législatifs, etc. Une certaine partie de la population pour que les autres disent oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe quoi? On est en train de se foutre de ma gueule. Et qu'à la fin, plutôt que de s'en prendre aux législateurs ou à ceux qui sont derrière le législateur, s'en prennent aux gens qui bénéficient de ces avantages-là. Enfin voilà. Donc il y a clairement un lien entre ce que je vous ai raconté sur l'euthanasie, l'aide active à mourir et tout ça, même si moi je suis fermé à rien, encore une fois, hein, il y a peut-être dans les gens qui nous écoutent des gens qui sont dans des ADMD, des associations au droit à mourir dans la dignité, ou qui sont très engagés dans des associations bénévoles pour l'aide à mourir. Moi je comprends ça, enfin je veux dire, ce que j'ai vécu en réanimation, c'est que parfois tu te rends compte que ça n'a pas de sens de continuer. Et donc ça me choque pas plus que ça, moi je suis pas dogmatique sur ce sujet-là. Ce que je vois par contre, c'est qu'on va chercher à dresser la population les uns contre les autres, dans une logique qui a été établie par entre autres l'école de Palo Alto, mais ça vient de bien plus longtemps que ça. C'est diviser pour mieux régner en gros. Et Gregory Bateson, qui est un des chercheurs de l'école de Palo Alto en psychologie, qui est avec sa petite chemise hawaïenne en Californie, qui a l'air très sympa, en fait passe sa vie à organiser des guerres un peu partout avec la CIA, etc. Comment il fait? Il dresse des populations les unes contre les autres. Les Hutus contre les Tutsis, les jeunes contre les vieux, les baby-boomers contre les jeunes générations, les non-vaccinés contre les vaccinés, etc. Et ça a un nom, hein, c'est théorisé, c'est marqué dans des livres, que c'est comme ça qu'il faut faire pour garder le pouvoir et pour faire de l'argent. Ça s'appelle la schismogénèse, la genèse du schisme, la genèse de la séparation. Et donc tous ces sujets sont faits pour nous séparer, alors que moi je pense que au contraire ils pourraient nous aider à retrouver un chemin, à dire tiens mais peut-être que quand il y a quand on promeut l'éducation à la vie sexuelle et relationnelle à l'école, par exemple. Là, c'est très en cours. Ça s'appelle l'EVRAS en Belgique, ça s'appelle l'EARS en France. C'est des programmes scolaires qui, dès le primaire, en gros, sexualisent la vie affective et relationnelle. Qui est pas l'enjeu d'un enfant de 6 ans ou 8 ans, en fait. C'est pas son problème, quoi. C'est pas le moment. Ça viendra plus tard. Mais, d'emblée, tu vas lui expliquer à 8, 10 ans ce que c'est qu'une sodomie, une fellation, ce que c'est qu'être hétérosexuel, homosexuel, etc. Tu dis bon, est-ce que vraiment, il faut apprendre ça avant d'apprendre les maths. Enfin, tu sais, il y a comme un problème de priorité, quoi, on va dire, dans l'apprentissage. Et dès que tu dis ça, tu dis ah mais vous êtes un vieux réac. Je suis pas un vieux réac, hein, loin de là. Mais juste, je me pose la question pourquoi on fait ça. Et la plupart du temps, maintenant, ce que je comprends, c'est qu'en miroir, ça nous oblige à regarder en face qu'est-ce qui est devenu notre société et qu'est-ce qu'on a laissé faire. Pourquoi des jeunes à 13 ans, 14 ans, décident qu'ils veulent pas être une femme, par exemple. Ah, mais dès 8 ans, on leur montre du porno. Si la vie sexuelle, c'est par tous les trous, dans tous les sens, sous tous les plans de caméra, etc., et qu'on lui a montré ça à 6 ou 8 ans, ce qui est le cas maintenant, hein, je veux dire, la pornographie est débridée, tu peux comprendre qu'il y a des femmes qui disent non, mais si c'est ça l'amour, moi je veux pas, en fait. Moi je veux pas participer à ça. Donc il y a un problème avec la pornographie. Un deuxième problème, c'est t'as 13 ans ou 12 ans ou 14 ans, tu commences à avoir tes règles. Quel est le groupe social qui t'accueille? Est-ce qu'il y a un cercle de femmes qui vient avec toi pour te dire bah c'est ça être une femme?
Et ça te relie au cycle de la nature, ça te parle aussi de fécondité, ça te parle aussi de ce que c'est que rencontrer l'autre et tout ça. Enfin bref, moi, j'en sais rien, je suis pas une femme, je peux pas comprendre ça, mais il n'y a pas d'accueil. Donc le seuil d'accueil qui est fait, c'est que tu regardes sur TikTok et tu vois des filles avec des cicatrices comme ça qui t'expliquent que c'est mieux de se faire enlever les seins et que elles sont pas vraiment des filles, etc. Et là tu te sens accueilli, il y a un vocabulaire, il y a un langage, il y a une écoute, il y a de l'échange. Donc c'est comme si ce qui était en train de se passer dans le monde numérique et virtuel, c'est un miroir pour nous dire vous avez désinvesti le banal, vous avez désinvesti les choses les plus importantes en termes de symbolique et d'accompagnement social. Ça va? J'espère que c'est assez construit. Ah bah c'est complet, ouais, c'est complet. Non, non, mais je t'ai laissé dérouler parce que c'était intéressant. Est-ce que finalement, le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle, ça serait peut-être pas la période pandémique, mais ça serait peut-être se laisser aller d'opérations transgenres, ou en tout cas de laisser le droit à tout et à tout sans y réfléchir. Alors moi c'est pas mon cheval de bataille la question transgenre, je sais pas, parce que j'aurais besoin de qu'on se parle plus, tu vois, avec des gens qui sont transgenres, qu'on essaie de se comprendre et qu'il n'y ait pas ce bruit de fond médiatique là. Il y a tellement de bruit, c'est tellement promu, mis en avant par la cérémonie des Jeux Olympiques, par les émissions à la télé, Drag Race, etc., par tout ce que tu vois en permanence. Vous avez vu que YouTube avait mis en avant l'algorithme pour ceux qui étaient transgenres, hein, les créateurs de contenu YouTube l'ont peut-être vu, hein, mais en gros il s'est favorisé, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'abonnés, plus de vues, vous allez être mis en avant, vous allez être plus proposé. Et il y avait des programmes spéciaux pour ça. Pareil sur Facebook, pareil sur tous les médias sociaux. Il y a des budgets spéciaux qui sont alloués, etc. au nom de l'inclusion. Bon, ok. Moi ce que je vois c'est que notre société elle se délite de plus en plus. Plus on nous dit qu'on est inclusif, plus en gros on est tous ligués les uns contre les autres. Et c'est vrai, je trouve ça juste dramatique, quoi. Donc c'est pas vraiment mon cheval de bataille. Je dirais pas que c'est le truc le plus scandaleux de la question de la santé.